Salut à toutes, salut à tous. 5e étape du Tour de Catalogne aujourd'hui. Et c'est un petit peu l'étape la plus facile, si on peut dire. Celle qui offre le moins de difficultés. Une seule difficulté, le col de la Fonte, qui a lieu dès le début d'étape et qui sera franchi après seulement une trentaine de kilomètres de course. Et le reste de l'étape est plutôt plat. Donc on s'attend aujourd'hui à un sprint massif. Par contre, s'il y a une difficulté, aujourd'hui, c'est pas le dénivelé, mais c'est plutôt le vent. Il y a du vent assez fort, 30-40 km/h. Et d'ailleurs, l'étape qui, à la base, devait faire 172 km a été raccourcie de 10 km. Les 10 premiers, qui étaient normalement en descente, ont été annulés, tout simplement neutralisés. Et le départ de la course aura lieu 10 km après le départ prévu, directement sur le plat, 10 km. Et puis ensuite, ce sera immédiatement l'ascension du col de la Fonte, pour éviter de prendre trop de danger donc avec ce vent dans la descente. Et ensuite, sur les parties plates, dans la deuxième partie d'étape, attention aux bordures aujourd'hui. C'est vraiment une étape propice pour ce genre de coup. Aujourd'hui, on ne devrait pas avoir de duel entre Roglic et Ayuso comme lors des deux précédentes journées. Aujourd'hui, c'est pour les sprinteurs. Mais du côté des sprinteurs, Caden Groves n'est plus là. Du coup, ça offre une opportunité aux quelques autres qui sont là. On a notamment aux deux précédents vainqueurs, Mathieu Brennan et Ethan Vernon, qui se sont imposés. Mais on a aussi Pavel Bittner, Corbin Strong pour l'Israël Première Trek qui est aussi là. On a Marit Vandenberg pour l'IF Education Post. On a quelques Espagnols là dans les petites équipes Pro Tour qui voudront aussi se montrer. Mais sinon, c'est à peu près tout. Il n'y a vraiment pas beaucoup de sprinteurs. Il y a Axel Laurence aussi pour Ineos. Donc c'est assez ouvert en l'absence de Caden Groves pour savoir qui va s'imposer aujourd'hui dans cette 5e étape du Tour de Catalogne. Du côté des favoris, le but, ça sera de ne pas se faire surprendre par les bordures. Et je pense aujourd'hui spécialement à Lenny Martinez, qui s'était justement fait avoir par un coup de bordure sur Paris-Nice, alors qu'il était très bien classé au classement général. Ça serait bien que l'histoire ne se répète pas et qu'il ait appris de ses erreurs aujourd'hui. On va voir ça. Chute de Bellocchi, juste devant Armstrong qui est parti dans le terrain. Et attaque de Pierre Roland. Voilà ce que nous disons depuis le début de ce Tour de France. Une chute terrible. Christopher Froome à pied. Mais quelle image du Tour. On n'a jamais vu ça. 100% cyclisme, le podcast du vélo en direct. Ça va Marion? Désolé. C'est parti pour cette 5e étape, le kilomètre 0. Et on voit tout de suite une première attaque par un groupe de 3 coureurs. On retrouve dedans un coureur de la Groupama FDJ. C'est le français Enzo Paleni. Il y a Mats Wenzel de l'équipe Kerm Pharma, le luxembourgeois. Et puis Joaquin Murgyaldej de l'Euskaltel Euskadi qui sont partis immédiatement et qui tentent de prendre de l'avance sur le peloton. 2 coureurs derrière qui sont partis en contre. On a un coureur de l'Ineos. C'est Michael Lennard, le Canadien. Alors qu'on reconnaît également parfaitement le maillot de meilleur grimpeur de Bruno Armirail pour la Decathlon AG2R La Mondial Team qui accompagne Lennard pour revenir sur les 5 hommes de tête. Et derrière, encore une attaque avec des équipes espagnoles, la Cara Rural Seguros avec Yann Castellón qui est parti, ainsi que Mikel Bisgara de l'Euskaltel Euskadi qui tente de revenir sur ceux qui sont partis avant eux. Est-ce que ça ne sera pas trop tard comme réaction? En tout cas, pour l'instant, le peloton ne se soucie pas de tous ces coureurs qui sont partis. Les 5 de tête qui se sont regroupés, Wenzel, Paleni, Murgyaldej, Armirail et Lennard. Derrière, les Espagnols Biscara et Castellón sont encore un petit peu plus loin. Personne d'autre qui sort. Le peloton qui a laissé partir engrosser cette là. À mon avis, ça va se regrouper pour Biscara et Castellón. Et on devrait avoir une échappée assez claire. On est dans le col de la Fonte. Il était quasiment dès le début de l'étape, du coup, avec le fait qu'elle soit raccourcie de 10 km. 7 km d'ascension à 3,4% de moyenne. Donc ça monte quand même tranquille. Alors que Biscara et Castellón ont réussi à rejoindre les 5 hommes de tête. On a donc une échappée de 7 coureurs avec 2 Français, Bruno Armirail et Enzo Paleni, un Canadien, Michael Lennard, un Luxembourgeois avec Mats Wenzel et 3 Espagnols, Yann Castellón et Mikel Bascara et Joaquin Murgyaldej de l'Euskaltel Euskadi, qui est la seule équipe représentée par 2 coureurs. 7 hommes à l'avant. Il y a un écart qui est grandi, qui passe au-dessus de la minute. Alors qu'on arrive au sommet, et là ça va être intéressant, cette lutte au sommet, puisqu'il y a 2 coureurs qui sont, on a tout simplement les 2 premiers au classement de la montagne qui sont là. Les seuls qui ont beaucoup de points, Bruno Armirail à 31 points, Mats Wenzel est juste derrière lui à 28 points. Et il y a 3 points à prendre au sommet. Et ce sont évidemment les 2 coureurs que l'on voit lutter pour ces points-là, mais c'est le luxembourgeois, c'est Mats Wenzel qui passe en tête devant Bruno Armirail
Et du coup, alors que c'est Michael Lennard pour Ineos Grenadier qui prend la 3e place avec 1 point. Au classement, Armirail va rester leader du classement général avec 33 points, mais donc plus que 2 points d'avance. Il perd 1 point sur Mats Zetzel qui a 31 points. Vu qu'il n'y a plus d'autres difficultés aujourd'hui, on peut dire que le travail est presque déjà fini pour Armirail qui s'assure d'être encore le meilleur grimpeur demain. 100 km de l'arrivée, étape plutôt tranquille pour l'instant, avec cette échappée qui n'a jamais eu vraiment beaucoup d'avance, qui est gérée par le peloton. On a vu la Team Emirates, la Visma Lease Bike rouler en tête du peloton pour maintenir un écart. Et ça marche bien parce que l'écart monte peu. Et allez, on va faire un petit focus sur un de ces coureurs. On va s'intéresser à l'autre français. On a fait déjà Bruno Armirail, on a déjà fait Mats Wenzel aussi au cours de ce Tour de Catalogne. On va s'intéresser peut-être à Enzo Paleni. C'est un français qu'on ne connaît pas trop, aux sonorités italiennes, Enzo Paleni, mais il est bien français, le coureur de la Groupama FDJ, formé du côté de la Groupama. Il y a signé pro il y a 2 ans, en 2023. Et pour l'instant, il n'a pas remporté la moindre course dans sa carrière. Enzo Paleni, sa spécialité, c'est plutôt le contre-la-montre, mais c'est aussi un bon puncher. Donc il a parfois peut avoir sa chance dans des classements généraux. Son principal fait d'armes pour l'instant, c'est l'an passé. Il était sur le Giro. C'était son premier, le seul grand tour de sa carrière d'ailleurs. Et il est allé chercher une 4e place lors d'une étape. Une échappée qui était allée au bout, qui était là avec la formidable victoire de Benjamin Thomas, qui avait résisté au retour du peloton en compagnie de Michael Valgren, d'Andrea Pietrobone et d'Enzo Paleni, qui lui avait juste lâché un tout petit peu dans le final et avait terminé 4e. Le peloton, réglé par Jonathan Milan, devant Caleb Ewan, Phil Bowes, Tim Merlier, Olaf Koy, avait terminé à 11 secondes derrière Benjamin Thomas. Une formidable victoire pour le coureur de la Cofidis. Enzo Paleni, il était là, il était dans ce bon coup, mais il avait craqué dans le final et terminé 4e, passé pas loin d'un succès extraordinaire. Sinon, on l'a vu faire sur le Chrono des Nations, qui est le contre-la-montre de fin d'année. On l'a vu faire 4e en 2021 et 8e en 2023, confirmant ses bonnes dispositions sur le chrono. Il a fait aussi 9e du Grand Prix La Marseillaise en 2023. Cette saison, on l'a vu sur le Tour d'Oman, le Tour des Alpes-Maritimes ou encore Paris-Nice, mais on ne l'a pas encore vu vraiment performer sur cette saison. Aucun top 10, aucun top 20 même. Puis l'an passé, les championnats de France du chrono, quand même, où vu que c'est sa spécialité, il avait fait 11e des championnats de France du chrono, juste aux portes du top 10, d'un chrono qui était remporté par son compagnon d'échappée aujourd'hui, Bruno Armirail. Voilà un début de carrière pour Enzo Paleni, qui a aussi fait un monument. L'an passé, il avait participé au Tour de Lombardie. Il avait terminé à une anonyme 90e place, mais voilà, c'était l'occasion de découvrir cette course. Et là, pour Enzo Paleni, c'est l'occasion d'être dans l'échappée devant dans cette étape où ça va être très compliqué. Évidemment, d'aller au bout. C'est la seule étape un petit peu plate pour sprinter et en plus, il y a du vent. Ça risque d'être compliqué, mais il tente le coup, Enzo Paleni. On est à 75 km de l'arrivée et on arrive dans les passages un peu plus exposés au vent. Donc attention. D'ailleurs, on voit les équipes de leaders, notamment celle de la Red Bull, Bora Hansgrohe, en tête du peloton pour protéger Primož Roglič de toute éventualité. Et du coup, ça roule vite pour se positionner en tête du peloton. Et du coup, les pauvres échappés, l'écart qui diminue. Ils n'ont plus que 48 secondes d'avance. Ils n'ont jamais eu vraiment un écart énorme. Les 7 hommes de tête, l'espoir a toujours été très mince et il est encore plus désormais. Michael Lennard qui se relève. Il est le premier à abandonner là. Parmi l'échappée, il sent que ça ne peut pas marcher. Il n'y a plus que 20 secondes. Et donc, il préfère arrêter les frais. Les 6 autres qui continuent pour l'instant, même si le peloton est vraiment juste derrière eux. C'est des longues lignes droites, une grande route. Ils les voient derrière, mais ils continuent pour l'instant, ils insistent. On est loin de l'arrivée, 72 km. Il y a encore peut-être moyen d'inquiéter le peloton. Mais pas pour Michael Lennard, d'Ineos Grenadier, qui arrête. Et il n'est pas le seul à arrêter finalement. Bruno Armirail qui se relève, et les autres aussi. Il n'y a que Enzo Paleni qui a mis une petite accélération. Il a été suivi par Mourgialdei, Joaquin Mourgialdei. Et ça va être plus que les deux en tête. Bruno Armirail vient d'être repris par le peloton. Il n'a pas intérêt à non plus trop s'épuiser. Demain, c'est une grande étape de montagne. Il y aura des points à prendre. Vaut mieux aller les chercher. Et donc, ne pas s'épuiser aujourd'hui inutilement. Et puis les autres, Yann Castellon, Mikel Biscara, aussi, finalement, se sont relevés. Ils n'ont pas suivi l'attaque là, d'Enzo Paleni. Et voilà, ils sont tous repris à l'instant par le peloton. 67 km de l'arrivée tout pile. Et on n'a plus que Enzo Paleni et Joaquin Mourgialdei
mais ils n'ont qu'une dizaine de secondes d'avance sur le peloton. On va voir combien de temps ça peut tenir tout ça. C'est bien ce que font ces deux coureurs. L'écart qui restait très longtemps autour des 15-20 secondes. Évidemment, ils ont réussi à reprendre un petit peu de champ là. Ils ont exactement 1 minute et 7 secondes d'avance alors qu'on vient de passer la barre des 50 km. On est à 50 km de l'arrivée. Alors forcément, 1 minute et 7 secondes, ça reste peu, mais au moins, voilà, ils ont réussi à reprendre un petit peu de champ. Et pour l'instant, dans le peloton, le vent n'a pas fait de dégâts, hein, pas de cassure, pas de bordure. Tout le monde est là, tout le monde est groupé. Tout le monde était un petit peu inquiet au départ, mais pour l'instant, ça a l'air de bien se passer. Et puis, allez, on a le temps, du coup, vu que c'est une étape assez tranquille, de se faire un autre focus sur un coureur. Cette fois-ci, on va penser à un coureur qui va peut-être aujourd'hui pouvoir s'imposer. Et donc, forcément, je pense à un sprinter. Et pourquoi pas Marijn van den Berg. Ça, c'est un très très bon sprinter, Van den Berg, le coureur de l'IF Education Easy Post. C'est un Hollandais de 25 ans qui compte déjà pas mal de belles victoires dans sa carrière. Il en compte 8, dont 2 au World Tour, une étape du Tour de Pologne en 2023. Et puis l'an passé, il avait remporté une étape sur ce même Tour de Catalogne. Il s'était imposé au sprint devant Arne Marit et Emils Lepins. Brian Cocard et Axel Laurence faisaient 4 et 5e. Donc voilà, Marijn van den Berg, c'est un bon sprinter, capable de remporter des sprints massifs sans souci. Il a remporté des victoires aussi souvent en France, sur la route d'Occitanie ou sur le région Pays de la Loire Tour. Cette saison, il ne compte qu'une seule victoire. C'était sa course de reprise sur le Trofeo Ses Salines en Espagne, à Majorque. Il s'est imposé au sprint devant Anthony Turgist et Erlend Blikra. Et cette victoire, qui remonte au 30 janvier, est la seule victoire de la saison de toute l'équipe IF Education Easy Post. Donc ça va pas. Hein. Là, l'IF Education Easy Post, ça va pas du tout. Une seule victoire, une course pas des plus prestigieuses en Espagne. Aucune victoire World Tour, donc, mais aucune autre victoire. Une seule victoire pour tout l'effectif, c'était Marijn van den Berg en janvier. Et donc forcément, aujourd'hui, une nouvelle victoire sur une course World Tour, ça ferait le plus grand bien à cette équipe américaine. Pour Van den Berg sur les grands tours, il a fait une fois le Tour de France, une fois la Vuelta. Il a terminé 3e d'une étape de la Vuelta et 5e d'une étape du Tour de France. Du côté des monuments, on ne l'a pas vu performer. Hein. Il a fait un Paris-Roubaix, un Milan-San Remo, un Tour des Flandres sans jamais terminer dans les 50 premiers. Donc pour l'instant, il s'en sort pas trop. Par contre, sur les grands tours, hein, je pense qu'un jour, il aura son sprint et sa victoire sur un des 3 grands tours et peut-être même bien plus qu'une. C'est un bon sprinter, il a 25 ans, il va bientôt arriver à son pic. Et aujourd'hui, en l'absence de la plupart des meilleurs sprinters du monde, il a clairement sa chance, Van den Berg. Et au vu de la saison pour l'instant catastrophique de l'IF, il serait bien inspiré de la prendre. J'ai bien fait de faire mon focus aujourd'hui sur Enzo Paleni, parce que ça sera le dernier résistant du jour. Hein. Joaquin Murrialdei qui a craqué là, qui a lâché. Il a laissé partir Enzo Paleni tout seul pour tenter de rejoindre l'arrivée. On est à 45 km de l'arrivée. Ils ont 1 minute et 4 secondes d'avance sur le peloton. Enzo Paleni, on a dit spécialiste du contre-la-montre, et donc désormais seul avec lui-même face à la troupe du peloton. Et puis, je n'ai pas encore parlé aujourd'hui, mais il y a évidemment des sprints intermédiaires. Alors, le premier avait été passé par les 7 hommes de l'échappée et n'avait évidemment intéressé personne. Mais là, il y en aura un autre à 25 km de l'arrivée. Et forcément, avec 3 secondes, 2 secondes et 1 seconde d'avance, sachant que Juan Ayuso et Primož Roglič sont dans le même temps et qu'on les a vus disputer jusqu'à présent tous les sprints intermédiaires. Et sachant en plus qu'il n'y a que 2 hommes et bientôt, a priori, plus qu'un seul homme devant, en la personne d'Enzo Paleni, il y aura des secondes à aller chercher. Il y en aura peut-être 2, peut-être même 3 s'ils reprennent Enzo Paleni d'ici là. Et donc, on risque de voir Ayuso et Roglič peut-être sprinter pour prendre les petites secondes, parce qu'on sent que ce Tour de Catalogne pourrait bien se jouer à la seconde. Et donc, on va voir qui va s'imposer aujourd'hui, qui va réussir à prendre peut-être des secondes à l'autre. Enzo Paleni résiste et il va passer en tête au sprint intermédiaire. Il a 24 secondes d'avance et il passe à l'instant en tête. Il passe avec 3 secondes. Il fait un remarquable travail pour résister au retour du peloton. Et allez, on va voir le peloton qui est juste derrière et qui va sprinter. C'est la Red Bull Bora-Hansgrohe qui pour l'instant est en tête. Mais derrière, il y a Ayuso qui fait un énorme sprint pour revenir de loin et qui passe en... Ah non, c'était pas Roglič, c'était Nico Dens. Et ils se sont encore fait avoir. La Bora, c'est pas la première fois qu'on les a vus sur ce Tour de Catalogne, mal géré. Ah là là, c'était encore une fois Nico Dens qui menait Primož Roglič dans sa roue.
qui a été un petit peu trop tranquille en pensant qu'il allait l'avoir. Et Juan Ayuso qui a fait le jump et qui est passé dans la roue finalement de Nico Dens. Et c'est Nico Dens qui prend 2 secondes, qui ne servent absolument à rien. Et Juan Ayuso, allez, je vais revoir le ralenti parce que c'est quand même étonnant ce qu'il fait là. Là, on voit Roglic qui se retourne. Et oui, en fait, il avait presque un train trop grand, Primoz Roglic, parce qu'il avait un coureur entre lui et Nico Dens. Et le moment où Ayuso fait son effort, Roglic, il était encore dans la roue de son équipier, il réagit trop tard. Et il passe en 4e position et ne prend aucune seconde. Et c'est Ayuso qui prend une petite seconde et qui va donc reprendre le maillot de leader, à moins que Roglic prenne des secondes de bodif à l'arrivée antérieure des 3 premiers, mais oh là là, la Red Bull Banzero, c'est bon, il n'y arrive pas. Ces sprints intermédiaires, on les a vu faire plusieurs boulettes, et là, ça n'a pas raté, sachant que c'est si serré. Là, je me demande s'ils vont pas le regretter à la fin, parce que ça fait au moins, je dirais, peut-être 3 secondes perdues si bêtement dans ces sprints intermédiaires là. De la part de la Bora Hansgrohe et de Roglic avec ses coéquipiers. Alors Juan Ayuso, lui, il se débrouille à chaque fois tout seul. Il n'a pas d'équipier qui l'amène et il va faire son petit boulot tout seul. Roglic, lui, il a plein d'équipiers et il en a presque trop. Ça le gêne dans ces sprints qui sont très courts. Hein. C'est pas comme un sprint final. Là, il y avait un virage, la ligne était 200 mètres derrière et il y avait trop de monde, trop de ses équipiers devant lui. Alors qu'Ayuso, lui, il a lancé son effort au moment parfait. Alors que derrière, Enzo Paleni, il est sur le point d'être repris à 24 km de l'arrivée. Ah, et finalement, ça y est, on a notre coup de bordure. Et là, c'est un gros morceau du peloton qui s'est détaché. C'est l'effort de la Movistar en tête de peloton qui a lancé ce mouvement-là à 20 km tout pile de l'arrivée. On voit l'équipe IF. On a vu Primoz Roglic lui-même passer un relais. Donc lui, il ne s'est pas fait avoir. On a des coureurs de la Picnic Postenel. Ça doit vouloir dire que Pavel Bittner est dans ce groupe. Mais pour l'instant, on a 40 coureurs, on va dire, qui se sont un petit peu échappés. Il y a un petit trou de pas grand-chose, hein, mais on le sait avec ce vent. Pas grand-chose, ça peut devenir beaucoup. Voilà, ça éclate de partout, là, ouais. Ça éclate de partout. Et maintenant, il faut faire un petit peu le point de qui et où. Pour l'instant, avec la vue d'hélicoptère, c'est évidemment pas facile. Hein. En tout cas, si Roglic, c'est sûr, à 100%, il est là. Est-ce qu'Ayuso est là? Je vois des coureurs de l'Ineos. On a une première ligne là, ça lâche encore une première ligne de 20 coureurs. Derrière là, une ligne de 10 coureurs qui est 100 mètres derrière. Derrière, encore une 7-8 coureurs. Qui on a là dans ce groupe un petit peu derrière. C'est Mikel Landa qui est là. Dans ce groupe un petit peu derrière. Oh là là, ça avait une vitesse de folie. Hein. J'ai vu Simon Yates aussi dans ce groupe qui est juste derrière le peloton. Ils ne sont pas encore lâchés. Mais ils sont 3-4 secondes derrière pour l'instant. Et ils font un effort énorme pour tenter de revenir sur le groupe de tête. Eh ben, on les avait annoncés toute la journée. Il a fallu attendre les 20 derniers kilomètres. Mais là, c'est la Movistar qui a créé ce mouvement pour Enric Mas, qui probablement lui doit être devant, sinon ce serait pas très logique. Roglic s'est pas fait surprendre, j'ai toujours pas vu où était Ayuso, mais à mon avis il est quand même devant, c'est un coureur qui est attentif. Et derrière il y a le groupe Landa Yates qui est en train de rentrer sur le peloton. Par contre derrière, derrière le trou est beaucoup plus grand. On a 4 coureurs un petit peu dans le No Man's Land, et derrière le groupe principal, hein, où il y a peut-être bien 60-70 coureurs, il est beaucoup plus loin celui-là. Et alors là, qui est là? Qui est dans ce groupe de piégés? Sachant qu'on est bien sûr pas loin de l'arrivée. Pas sûr que ce groupe-là puisse rentrer. Je vois des coureurs d'Ineos qui roulent. Ça doit vouloir dire que Egan Bernal est dans ce coup aussi. Dans le bon coup. Il est où Lenny Martinez? Je ne sais pas. Ah, c'est une immense file indienne. Le groupe derrière. Ce serait intéressant de voir qui roule dans ce groupe derrière pour avoir peut-être une idée de qui a été surpris parmi les favoris. Et puis aussi parmi les sprinteurs là. Hein. Ils sont où Vandenberg? Il est où Mathieu Brennan ou Pavel Bittner? Il doit être devant puisqu'on a vu la Picnic Postenel rouler. On voit Axel Laurence qui est lui dans le premier groupe. Donc ça c'est un bon coup pour la Ineos et pour la France. Egan Bernal qui est là en tête du peloton. Donc il est là, Egan Bernal dans le bon coup. Et derrière il y a des coureurs qui explosent encore. Oh là là là, et une fois qu'il était tout seul là dans ce vent, c'est foutu. Hein. Ils sont quoi? Ils sont 25 je dirais dans ce groupe devant. Et derrière il y a des coureurs qui ont lâché. Et tout seul c'est quasiment impossible de revenir. Ah, ça y est, on voit mieux. Mathieu Brennan est bel et bien là, dans ce groupe. Lenny Martinez, il est là, en dernière position du groupe. Lenny Martinez, il a réussi à s'accrocher, ça s'est bien joué. Richard Carapaz aussi là. Marin Vandenberg aussi présent. Pavel Bittner, on l'a dit aussi. Juan Ayuso est bien là. On a beaucoup de coureurs de la Movistar et beaucoup de coureurs de la Ineos. 5 Ineos et 5 Movistar.
Donc là, c'est les équipes qui ont le mieux joué le coup. Parmi les principaux absents, ça sera intéressant de voir. On voit que Mikel Landa, lui, il a réussi à rentrer. Est-ce que Lennart Van Netveldt, Mathieu Riccitello sont là? J'ai pas l'impression. Il n'y a pas de coureur. Je vois même qu'il n'y a aucun coureur de la Lotto, aucun coureur pour Astana. Corbin Strong est là, mais pas Ethan Vernon pour la victoire d'étape. Junior Le Cerf, là, qui était 9e au classement général, il est pas là non plus parce qu'il n'y a aucun coureur de la Soudal Quick Step. Non, là, il y a des grands perdants. Là, je ne sais pas s'ils arriveront à revenir d'ici la fin. En tout cas, les 5 premiers sont là, eux. Roglic, Ayuso, Carapaz, Mas et Martinez sont là. Et du côté des sprinteurs, Mathieu Brennan, Pavel Bittner, Marine Vandenberg, Axel Laurence sont aussi là. Ils sont à peu près 25. Oh, il y a un vent terrible, un vent là de face désormais. Il passe sur un pont au-dessus d'une énorme rivière. Oh là 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 là. Là, l'effort est terrible pour ce groupe de tête. On est à 13 km de l'arrivée. Et l'écart avec derrière est fait. On voit 4 coureurs de la Lidl Trek en tête du groupe de poursuivants. Ça veut dire que ils ne sont pas devant la Lidl Trek s'ils roulent derrière. Juan Pedro Lopez doit être derrière lui aussi, le 12e du classement général. Allez, on a enfin le premier écart et il est de 43 secondes. Il est énorme cet écart entre les 25 hommes de tête et le groupe qu'ils appellent le groupe Van Netveldt, puisque c'est le mieux classé du classement général qui a été pris, le 6e du classement général Van Netveldt qui est derrière, mais il est avec Mathieu Riccitello, le 7e, Harold Martin Lopez, le 8e, Junior Le Cerf, le 9e, qui sont tous là dans ce mauvais coup. Et puis les sprinteurs, il y a au moins pas Ethan Vernon, mais c'est à peu près le seul sprinter qu'on avait cité en début comme potentiel favori qui s'est fait avoir. C'est plus des coureurs du classement général là, du top 10 qui ont été surpris et qui vont perdre probablement la minute sur Roglic, sur Ayuso, sur Mas, Carapaz et sur Lenny Martinez qui cette fois-ci, il n'a pas été comme sur Paris-Nice. Surpris, il était dans le bon coup, Lenny Martinez, bien joué. Il a un seul équipier avec lui, ça veut dire que voilà, il s'en est sorti tout seul ou presque. Et on approche des 3 derniers kilomètres de l'arrivée. Et du coup, il y a encore beaucoup de bons sprinteurs. J'allais dire peut-être que Roglic va pouvoir reprendre des secondes au sprint, mais il y a quand même Mathieu Brennan qui devient un peu le gros favori. Il y a encore Pavel Bittner, il y a encore Marine Vandenberg. Voilà, là c'est probablement les 3 favoris désormais. Est-ce que Roglic va réussir à s'insérer pour reprendre la seconde qu'il a perdue? Parmi les sprinteurs, j'ai pas cité Corbin Strong, Axel Laurence qui sont aussi dans ce bon groupe. Donc les meilleurs sprinteurs sont quand même là, se sont pas fait avoir. Il y a du niveau. J'ai pas cité non plus la présence de Dorian Godon pour la Décathlon AG2R La Mondiale qui est dans ce groupe et qui du coup un sprint en petit comité. Dorian Godon, ça peut lui servir. Pavel Bittner, c'est intéressant. Il a Nils Ikoff avec lui. Il a donc en quelque sorte un lanceur. Vandenberg, il a Richard Carapaz avec lui, mais je pense pas que Carapaz va s'amuser à aller le lancer. Mathieu Brennan, il a du monde, quasiment. Steven Kruijswijk est là, avec Kelderman, avec Sepkus. Et Axel Laurence aussi. Il a Egan Bernal, Geraint Thomas, Lorenz De Plus, Lucas Hamilton, qui sont tous là. Les autres coureurs que j'ai pas cités. Pablo Torres pour la Team Emirates, qui est là, avec Ayuso. Roglic encore, Aleotti et Nico Dens. Puis des coureurs tout seuls. Tibor Del Grosso pour l'Alpecin de Koenig, qui est là. Clément Braf Afonso, qui est le seul représentant de la Groupama FDJ. On a encore Corbin Strong pour Israël première track. Et puis un coureur de l'Euskaltel Euskadi, Dina, qui est là. Marton Dina, qui est le seul représentant des équipes espagnoles. Plus de Burgos, plus de Carp Pharma, plus de Cararual. Et on a passé les 2 km. Il me semble bien que c'est Richard Carapaz lui-même là, qui fait le rythme en tête du peloton. Est-ce qu'on va aller jusqu'au sprint ou est-ce qu'un coureur va tenter d'attaquer d'un peu de loin? Forcément, comme il n'y a pas de train, c'est que des coureurs un petit peu tout seuls. Il y a peut-être un coup à faire pour un non-sprinter. Derrière le groupe Van Netveldt, c'est la Lotto qui roule. Et avec la Lidl Trek, Richard Carapaz qui fait un énorme effort là, en tête du peloton. Il y a de la montagne demain, Richard. Calme-toi. C'est bien joué, mais on est parfois un peu trop généreux. Richard Carapaz. Du côté de la Movistar, qui on a pour sprinter? Là, ils sont 5. Mais ils n'ont pas vraiment de sprinteurs dans leur équipe. Alors que l'écart avec Van Netveldt, l'écart avec le groupe Van Netveldt qui a diminué. Finalement, il est plus que de 33 secondes. On arrive aux 500 mètres de l'arrivée. C'est Geraint Thomas qui est en tête et qui va être peut-être le lanceur d'Axel Laurence. Geraint Thomas, donc il a un coureur de la Movistar dans sa roue.
Axel Laurens en 3e position, qui semble lancer déjà de très loin. Il a Vandenberg dans sa roue, Corbin Strong à côté de lui. Le coureur de Corbin Strong qui est là, Pavel Bittner qui est aussi sur cette ligne, et Mathieu Brennan de l'autre côté. Et c'est Mathieu Brennan qui dépasse tout le monde et qui s'impose. Nouvelle victoire pour Mathieu Brennan sur cette étape, ce sprint en tout petit comité. C'est Brennan qui s'impose, c'est celui qui est parti en le dernier. Laurens est encore une fois parti très tôt. Derrière, Corbin Strong et Vandenberg l'ont suivi. Brennan, il a encore attendu le dernier moment. Ça n'avait pas réussi lors de la deuxième étape. Il avait attendu trop et il avait été battu par Vernon. Cette fois-ci, ça a été parfait. Et il va s'imposer. À 19 ans, Mathieu Brennan, là, c'est une pépite qu'on est en train de découvrir sur ce Tour de Catalogne. Et derrière, le groupe Van den Veld qui arrive avec 42 secondes de retard pour Van den Veld, pour Richie Tello, pour Juan P. Lopez, pour Junior Le Cerf. Le bon coup pour la Visma Lease Bike et pour Mathieu Brennan, qui avait peut-être même pas besoin de cette cassure pour s'imposer, puisque les meilleurs sprinteurs étaient là par Ethan Vernon. Le bon coup, c'est aussi pour les 5 premiers du classement général qui, avec ces secondes de prise en plus, assurent peut-être déjà leur présence dans le top 5. C'est très bon, notamment pour Lenny Martinez. Allez, on revoit le sprint pour voir un petit peu qui est classé. Ils sont tous les 4 sur une ligne là. Laurens, Vandenberg et Bittner. Mais Laurens, il lâche prise. Il est lancé encore une fois trop tôt. Et Brennan qui s'impose avec une facilité déconcertante. Et derrière, il y a un coureur c'est Thibaut Del Grosso qui a suivi lui la roue de Brennan jusqu'au bout. Il ne s'est pas soucié de Laurens, de Strong, de Vandenberg ou de Bittner. Il suit la roue de Brennan et il va prendre la 2e place simplement en suivant la roue de Mathieu Brennan. Alors, il n'avait aucune chance de gagner en suivant la roue jusqu'au bout, mais voilà, il va chercher la 2e place. Thibaut Del Grosso, alors c'est Thibaut Del Grosso ça aurait été dommage, ça aurait été sympa qu'il double Mathieu Brennan sur la fin. Ça aurait été la vengeance de la première étape où Mathieu Brennan avait rattrapé de manière incroyable Thibaut Del Grosso dans les 200 derniers mètres alors qu'il avait 80 mètres de retard. Et Grosso, il n'a pas pu lui rendre l'appareil, il n'a pu que le suivre. Et Mathieu Brennan qui s'impose sur cette 5e étape du Tour de Catalogne. Attention, phénomène avec ce Mathieu Brennan, 19 ans seulement, et qui s'impose pour la 3e fois de sa carrière. Et la 3e fois en l'espace de 20 jours, de 15 jours même, le Grand Prix de Denain, puis 2 étapes sur ce Tour de Catalogne. Et en plus, juste avant ça, il avait remporté au début du mois de mars des courses de plus faible catégorie qui ne comptent pas comme des victoires pro, le Grand Prix de la ville de Lilliers et le Tour des 100 communes. Il a tout simplement remporté 5 de ses 6 dernières courses terminées au sprint. La seule qui n'a pas gagné, c'est cette 2e étape où il était terminé 2e derrière Ethan Vernon. Donc là, Mathieu Brennan, il est en pleine forme. Il devance donc au final Thibaut Del Grosso qui prend la 2e place et Pavel Bittner qui est 3e, Marine Vandenberg 4e, Corbin Strong 5e, Axel Laurens qui a encore lancé trop tôt, il termine 6e. Il n'avait plus du tout de jus sur la fin, il s'est fait dépasser par tout le monde. Dorian Godon vient prendre la 7e place devant Nico Dens. Et puis j'ai dit qu'il n'y avait pas de coureur de la Burgos, et j'ai menti parce qu'il y a Eric Antonio Fagundes qui était là. Enfin, c'est pas que j'ai menti, c'est que je me suis trompé. Et Fagundes, il a terminé 9e pour la Burgos, juste devant Juan Ayuso qui termine 10e. Puis tous les autres sont là. Ben O'Connor, que je n'avais pas cité non plus, mais il était bel et bien là. Ben O'Connor avec Henrik Mas, Primoz Roglic, Lenny Martinez, Mikel Landa, Simon Yates, Egan Bernal, Seb Kuss, Nairo Quintana, Richard Carapaz, Geraint Thomas et quelques autres. Ils sont 30. Ils étaient 30 au final à être arrivés dans le même temps et à terminer avec donc 42 secondes d'avance sur le groupe de poursuivants. Un groupe qui a été réglé au sprint par Daniel Babor. Vous vous rappelez de Daniel Babor? C'est celui qui a terminé dernier des 2 étapes de montagne et parfois bien bon dernier. Et aujourd'hui, il n'a pas pu remporter le sprint du groupe principal, mais il a remporté le sprint du peloton. Pour être honnête, il était un petit peu le seul à le faire, Daniel Babor. Mais voilà, il termine 31e de ce groupe à 42 secondes. On retrouve Richie Tello, Le Cerf. Il y avait des coureurs comme Ethan Heiter, Marc Soler. Et puis surtout, les Nerd Van Edvelt, Matej Govekar, un potentiel sprinter aussi qui était dans ce groupe. Esteban Chavez, Luis Menties, Harold Martin Lopez de l'Astana qui était bien placé au classement général. Félix Gall qui était déjà un peu plus loin mais qui s'est fait surprendre aussi. Lennart Kamna, Pavel Sivakov. Voilà, tous les coureurs qui ont perdu du temps. Et puis il y en a d'autres qui ont encore été lâchés et qui perdent encore plus. À noter qu'il n'y a eu aucun abandon aujourd'hui. Aucun non partant et aucun abandon. Et le dernier du jour, c'est Domen Novak, l'équipier de Juan Ayuso, le coureur de la Team Emirates, qui termine dans un groupe
à 8 minutes et 54 secondes du vainqueur du jour, Mathieu Brennan. Au classement général, ça a changé avec déjà Juan Ayuso qui prend la petite seconde au bonus intermédiaire qui lui permet de repasser devant Primoz Roglic. Et qui sait si cette seconde ne sera pas la seconde du titre. Derrière, Enric Mas, Mikel Landa et Lenny Martinez restent aux 3, 4 et 5e place. Et derrière, des bonnes affaires pour ceux qui étaient dans le coup. Lorenz de Plus qui monte à la 6e place. Egan Bernal, 7e. Lennart Van Etvelt chute à la 8e place devant Simon Yates et Richard Carapaz qui rentrent tous les deux dans le top 10 aux dépens de Mathieu Riccitello, d'Harold Martin Lopez et de Junior Le Cerf qui sortent tous les trois eux de ce top 10. Quintana et Ben O'Connor qui remontent également aux 12 et 13e place font un bon coup aujourd'hui. Classement par points, Mathieu Brennan qui reprend à lui seul le maillot de meilleur sprinter. Il devance Juan Ayuso et Primoz Roglic. Classement de la montagne, il n'y avait qu'une seule petite ascension et Bruno Armirail a défendu son maillot. Il est toujours leader de ce classement devant Mats Wetzel avec 2 petits points. C'est Juan Ayuso qui est pour l'instant 3e de ce classement. Juan Ayuso qui est aussi le leader du classement du meilleur jeune devant Lenny Martinez et Mathieu Riccitello. Demain, c'est l'étape Rennes, c'est l'étape la plus dure, la plus montagneuse avec une arrivée au sommet. 3 ascensions, le col de la Bataille, 4 ascensions même, le col de la Batalioia, le col de Pradel, le col de Saint-Isidre et l'arrivée au sommet du Keralt, des cols de première catégorie. Mais, attention, il y aura beaucoup de vent et on annonce d'ailleurs que l'étape risque d'être modifiée et raccourcie un peu parce qu'on annonce des bourrasques à plus de 50 km/h, ce qui pourrait être dangereux notamment dans les descentes de ces ascensions. Donc on verra quel sera le parcours final prévu par les officiels pour que tous les coureurs évidemment restent en sécurité. Ça sera à suivre demain sur 100% cyclisme. Salut à tous, salut à toutes.